Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'étude d'extréma d'une fonction phi de deux variables, donc d'une fonction phi de R2 dans R, de classe C2 ou deux fois différenciable, enfin une fonction phi différenciable, donc qui possède une différentielle et pour lequel on peut écrire un développement limité d'ordre 2, qui est écrit ici au tableau. Delta x et delta y sont des petites variations autour du point M0 de coordonnées x0, y0. Alors, on sait que si jamais phi possède un extrémum en M0, la différentielle de phi en M0 est nulle. Donc on va se placer en un point critique, et donc la différentielle en ce point est nulle. Et donc il reste cette partie du développement limité d'ordre 2, et puis le reste. Alors, cette partie, donc elle est quadratique, vous voyez, elle est en delta x au carré, delta x, delta y au carré. On peut l'écrire matriciellement. On peut l'écrire delta x, delta y, fois une matrice d2 phi sur dx2 au point M0, d2 phi sur dx, dy au point M0, d2 phi sur dx, dy au point M0, d2 phi sur dy carré au point M0, fois un vecteur colonne, delta x, delta y, et puis plus le reste. Donc, j'écris cette expression-là comme une matrice ligne fois une matrice carré fois une matrice colonne. Si vous effectuez le produit, je vous invite à le faire pour bien réaliser comment ça se passe, eh bien on trouve l'expression qui est ici, avec le 1/2 bien sûr qui est devant. Et on gagne quoi à l'écrire comme ceci à l'aide d'une matrice? Tout d'abord, nous pouvons remarquer que cette matrice, elle est symétrique. Et pour les matrices symétriques, nous avons un théorème très important, le théorème spectral, qui dit que une matrice symétrique, elle se diagonalise dans une base orthonormale. Autrement dit, la matrice S, on peut l'écrire P D P-1 avec P qui est une matrice de passage d'une base orthonormale à une base orthonormale. Autrement dit, P-1 pour ce type de matrice, c'est égal à P transposé. Et donc, on va pouvoir écrire notre application 1/2 de delta x, delta y, P, D, P transposé, delta x, delta y, plus le reste. Ah, bah c'est beaucoup plus clair, vous ne trouvez pas? Mais attendez, on va encore transformer cette écriture. On peut l'écrire encore 1/2 de P transposé delta x, delta y, le tout transposé. Si vous transposez ce produit, ça vous fait delta x, delta y transposé, P transposé, transposé qui fait P. Donc on a bien ceci. Et de l'autre côté, P transposé delta x, delta y. Vous voyez qu'on voit apparaître cette quantité-là, que l'on va noter delta u, delta v, égale P transposé delta x, delta y. Et on est ramené à 1/2 de delta u, delta v, d, delta u, delta v. C'est-à-dire 1/2 de d1 delta u au carré plus d2 delta v au carré. Parce que D, c'est une matrice D1, 0, 0, D2, c'est une matrice diagonale, comme ceci. Et donc, on peut écrire, si vous développez ce produit-là, eh bien, on va obtenir D1 delta U au carré plus D2 delta V au carré, un petit peu comme lorsque j'avais effectué ce calcul-là. C'est vrai que c'est plus simple, mais maintenant, je l'ai en delta U delta V, alors qu'au départ, on avait delta X, delta Y. Donc, quel lien entre les deux? C'est là que joue de manière très importante le fait que P est une matrice orthogonale. En effet, delta U carré plus delta V carré, ça peut s'écrire delta U delta V fois delta U delta V. Or,
delta U delta V, c'est égal à P transposé delta X delta Y. Donc ça peut s'écrire P transposé delta X delta Y transposé fois P transposé delta X delta Y. Ce qui donne encore delta X delta Y, P transposé transposé, ça fait P, P transposé delta X delta Y. Or, PP transposé, comme P est orthogonal, c'est égal à l'identité. Et donc, finalement, c'est égal à delta X au carré plus delta Y au carré. Autrement dit, la norme du vecteur delta U delta V, c'est la même que la norme du vecteur delta X delta Y. Ah, je commence à voir où vous voulez en venir. Par exemple, supposons que D1 soit supérieur à D2 strictement positif. Alors, cette chose-là, elle est supérieure à 1/2 de D2 delta U carré plus D2 delta V carré. Or ça, c'est égal à D2 sur 2 delta U carré plus delta V carré, c'est-à-dire delta X carré plus delta Y carré. Et bien sûr, maintenant, j'ai mon reste ici, donc là, je ne l'avais pas écrit, à chaque fois, je n'ai pas écrit le reste, mais ici, si je rajoute le reste, ça me donne plus delta X carré plus delta Y carré, facteur 2, epsilon de delta X, delta Y. Et donc, j'obtiens delta X carré plus delta Y carré, facteur 2, D2 sur 2, plus epsilon de delta X, delta Y. Et donc, si D2 est strictement positif, comme epsilon de delta X, delta Y tend vers 0 lorsque delta X, delta Y tend vers 0, eh bien, quand delta X et delta Y sont assez petits, D2 sur 2 plus epsilon de delta X, delta Y va être strictement positif. Et donc, comme on va le multiplier par delta X carré plus delta Y carré, ça va être positif. Et donc finalement, phi de x0 plus delta x, y0 plus delta y, moins phi de x0, y0 va être toujours positif si x, y, c'est-à-dire si delta x, delta y sont assez petits. Donc si delta x et delta y sont assez petits, cette chose-là va être positive. Et dire que ça c'est positif, c'est exactement dire que phi de m0 est plus petite que phi de x0 plus delta x, y0 plus delta y. Et donc finalement, phi possède un minimum en M0. Et donc si jamais les valeurs propres de la matrice S sont toutes les deux strictement positives, eh bien phi possède un minimum strict en M0. Et évidemment, si les deux valeurs propres sont strictement négatives, à ce moment-là, phi possède un maximum local, strict, en M0. Ce que l'on a fait ici avec deux variables peut se faire exactement de la même façon avec n variables. Ce qui compte, c'est que toutes les valeurs propres de S soient strictement positives ou strictement négatives.